merci de nous rejoindre pour le D12 de Pyramide FM. La nature pleure, les premières grandes pluies de l'année arrosent le Togo. Le Togo pleure parce que certains de ses fils sont morts à cause du coronavirus. D'autres en sont malades et plusieurs autres sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Ils ont peur parce qu'ils craignent la mort. Les esprits de la mort planent sur la planète. 63 morts dans le monde. Les 3 morts du Togo sont déjà trop pour un petit pays avec des moyens limités. Quelle est la nouvelle situation en ce dimanche? À la fin d'une semaine marquée par les premières interventions du chef de l'État et les premières grandes mesures, les Togolais, tels des élèves, se démènent devant la difficile équation du Covid-19. Que retenir de l'adresse de Fagna Simé? Quelle peut être l'efficacité des directives du gouvernement? Une moto, un homme, on peut facilement penser à un slogan commercial depuis ce samedi dans les ruelles du Togo et bien entendu du pays. Les conducteurs de taxi-moto et d'autres utilisateurs des engins à 2 roues sont inquiets. En prenant la décision de limiter l'usage des motos aux seuls conducteurs, les autorités ont sans doute pris toutes les dispositions. Quelles sont ces dispositions? Sont-elles suffisantes pour barrer la route au coronavirus? C'est celle des colères individuelles et collectives. Samedi, de nombreux passagers ont été forcés de mettre pied à terre. Dans une note diplomatique du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, on peut lire que l'onde de choc à venir du Covid-19 en Afrique pourrait être le coup de trop porté aux appareils d'État, puis d'enchaîner que l'État va faire massivement la preuve de son incapacité à protéger ses populations. En Afrique de l'Ouest, les mesures de confinement saperont l'équilibre fragile de l'informel. Fin de citation. Cette note s'adresse-t-elle aussi aux Togolais? Ces derniers découvrent les premières difficultés des mesures de l'État, les premières bavures aussi. Généralement, en avril, le pays entame une longue série de festivités, de célébrations religieuses ou politiques. Le dimanche des Rameaux, la Pâque puis l'indépendance 2020 ne sont-elles pas définitivement infectées? Pour échapper à l'infection, les mesures barrières tournent en boucle sous la forme de spots, de musique ou de jingle. Les médias sont au front puisque ce sont eux qui portent les messages. Comme tous les dimanches, serait-il superflu de les rappeler, notamment à l'endroit des consommateurs? En Afrique et au Togo, les mains ne servent pas seulement à se saluer, elles permettent aussi de manger. Comment vit-on la pandémie au sein de la grande famille de l'Association des consommateurs du Togo? A-t-on toujours l'appétit? Le D12 continue de sensibiliser une fois encore. Nos invités pour la circonstance vont se présenter dans un instant. Le D12 est mis en onde par Vincent Las Boga Koudoyo. Nous avons Docteur Kossi Tossa, bonjour. Kokou Tossa, oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Pierrot. Comment vous allez? Ça va très bien. Nous avons un représentant de l'Association togolaise des consommateurs. Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien vous présenter? Fridolin Kofi Adonsou, chargé des affaires juridiques à l'Association togolaise des consommateurs. Et puis nous avons également le responsable du syndicat des conducteurs de taxi-moto. Bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Oui, c'est François Komabi Abou, coordonnateur national des organisations syndicales des taxi-motos du Togo. Bien, merci d'être venu. J'espère que vous passez un bon dimanche. Oui, Très bon dimanche en tout cas. Très bon dimanche. très agité. Très agité, pourquoi? Oui, parce que nous venons de terminer une réunion avec certains conducteurs de taxi-moto. Nous avons, puisque actuellement je suis auprès de la société Olé, nous sommes en train de caserner nos motos pour répondre aux exigences du gouvernement. Donc on passe une journée sans repos. Donc je vais vous demander, comme c'est des traditions depuis quelques temps, et personnellement, comment est-ce que vous vivez la crise? Parce que ce n'était pas prévu il y a quelques mois. Nous nous sommes dit bonne et heureuse année. Malheureusement, 3 mois après, le monde vit une situation assez difficile. Docteur, comment est-ce que vous vivez la pandémie? Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Comment je vis la pandémie? Je voudrais au départ vous remercier d'avoir donné cette opportunité au ministère de la Santé à travers ma personne et de parler à la population une fois encore. Je voudrais remercier aussi mes responsables qui m'ont demandé de m'acquitter de ce devoir qui m'est imparti. En tant que médecin de santé publique assigné à la planification de la lutte du ministère de la Santé au sein de l'appareil étatique contre le Covid-19, je pense que nous sommes sur le pied de guerre. Il n'y a plus de repos. On n'a pas de samedi, on n'a pas de dimanche.
nous sommes préparés pour ça, puisque moi je suis dans la cellule de gestion des urgences. Donc nous sommes préparés pour ça et notre objectif principal c'est de contribuer à stopper ce mal pour le bien de nos populations. Et personnellement, je pense qu'autour de nous, la misère est en train de s'installer aussi. Et donc, il y a quelques inquiétudes. Et donc, on ne peut pas être heureux. Et on est inquiet par rapport à l'évolution de la pandémie. Voilà ce que je peux dire. Fridolin, vous représentez donc la DC. Comment est-ce que vous vivez cette pandémie? Bon, d'abord, je tiens aussi à vous remercier pour avoir donné la parole à la TC, l'occasion, l'opportunité que vous nous donnez de poursuivre la sensibilisation. Et par rapport à cette crise, disons qu'au niveau de la CTC, ça a aussi chamboulé le programme d'activité de l'année, parce qu'on ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait. Mais réalité oblige, le bureau exécutif de l'ATC a été obligé d'adapter les programmes d'activité, de concocter des activités pour appuyer les pouvoirs publics. En tant qu'entité de la société civile, l'association togolaise des consommateurs s'est positionnée aux côtés des autorités publiques, mais en même temps en préservant les intérêts des consommateurs, que nous sommes tous d'ailleurs. Donc nous avons essayé d'élaborer une plateforme de 10 suggestions que nous avons introduites au niveau du gouvernement. On a fait des conférences de presse, on a attiré l'attention du consommateur togolais sur les dangers que représente le Covid-19. Même question à François Adbo. Merci Pierrot. Je crois que nous vivons la même chose. Mais au niveau des conducteurs de taxi-moto, c'est quelque chose de particulier. Particulier pour la simple raison que notre activité est une activité de survie quotidienne. Et déjà avec toutes les dispositions qui ont été prises, notamment la fermeture des églises, la fermeture des écoles et de certaines institutions, ça a impacté négativement sur nos activités et sur notre revenu. Ce qui fait que les camarades sont en train de bouder. Parce que leur revenu a chuté. Et ce qui nous a encore très choqué, c'est que depuis 2 semaines, nous étions de réunion en réunion avec les autorités qui nous ont rassuré qu'au fur et à mesure que le mal va s'accroître ou bien va baisser, on verra quelles sont les dispositions pratiques à prendre. Malheureusement, nous avions été choqués hier, donc disons depuis vendredi, que notre activité est interdite sur toute l'étendue du territoire. C'est ça qui a été dit. Et après, on s'est dit que c'est à Lomé, c'est dans le Grand Lomé, et il y a eu une confusion générale. Ce qui fait que de Lomé à Saint-Cassé, les gens m'appellent, je n'arrive plus à dormir et je ne sais quoi faire. Mais nous sommes en face d'une maladie qui décime toute une population. Mais cela ne veut pas dire que c'est les émigrants qui transportent la maladie. La maladie est venue de quelque part. Il n'est pas prouvé qu'au jour d'aujourd'hui, un zémidien est malade ou bien un zémidien a infecté quelqu'un. Donc, qu'on nous autorise quand même à parler. Et je crois que cette opportunité que vous nous donnez nous permettra quand même de nous expliquer. Bien, merci. Nous reviendrons avec vous sans doute sur les dispositions qui sont en train d'être prises autour de votre secteur d'activité pour pouvoir passer ces moments de difficulté. Docteur, il n'est pas superflu, je l'ai dit en introduction, de rappeler un certain nombre de mesures qui sont déjà connues sensiblement par les Togolais. Le Covid-19, il est là. Comment faire pour l'éviter? Merci beaucoup. Vous parlez un peu plus facile. Merci beaucoup, M. Pierrot. Comment faire pour éviter le Covid-19? Il faut d'abord savoir que la personne qui porte le virus du Covid-19, en toussant ou en parlant, peut donc projeter des gouttelettes de salive, et dans ces gouttelettes de salive, le Covid-19, le germe, le virus du Covid-19 est intensement présent. Donc, comment éviter qu'on puisse alors transmettre
ce virus à une autre personne, c'est de se tenir d'abord à distance de cette personne, au moins à un mètre. Donc il est recommandé à la population en général de garder une distance d'au moins 1 mètre entre les individus. Et ça, c'est très important. Les autres mesures, c'est toujours les mesures barrières. Donc, porter un masque qui couvre le nez et la bouche. L'autre personne qui tousse, s'il y a une personne qui tousse, tousser dans un mouchoir ou tousser dans le creux du coude. Après avoir toussé, jeter le mouchoir. Parce que le virus du Covid-19 peut survivre plusieurs heures jusqu'à une journée à l'air libre et dans la nature, sur une surface libre. Alors, ce n'est plus seulement une question de distance, mais c'est que on peut ne pas être en présence d'une personne, mais juste en touchant par exemple un combiné, en touchant Une surface. Se faire infecter. Donc il faut se laver régulièrement les mains. Ça, c'est la règle d'or, comme nous l'appelons. Il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Et s'il n'y a pas l'eau et le savon, il faut avoir le gel hydroalcoolique pour se frotter les mains. Ça, c'est la règle d'or. Avant et après Covid-19, cette règle demeurera. Et on l'a apprise depuis l'école. Alors, si vous sentez que vous n'allez pas bien, il y a la ligne 111 qu'il faut appeler. Il faut éviter de se familiariser ou bien les contacts avec les animaux sauvages ou domestiques. Et si vous reconnaissez qu'une personne a les signes suspects, donc alertez. Voilà les mesures essentielles qui nous sont proposées aujourd'hui, essentiellement. Et vous savez aussi qu'on nous déconseille les regroupements, que ce soit pour des raisons religieuses, des raisons familiales, des raisons d'enterrement, le mariage et autres. Dans les marchés, on demande aux revendeurs, aux revendeuses de se protéger le visage avec le masque. Et donc, il y a plusieurs mesures complémentaires qui ont été prises encore pour vraiment mettre l'accent sur ces mesures barrières. Il y a les mesures de confinement aussi, sur lesquelles nous allons peut-être revenir. Bien, merci. Au niveau, par exemple, des consommateurs, est-ce que vous avez répercuté ces mesures qui ont été énoncées notamment par les autorités? Oui, ces mesures, même en attendant, avant même que les autorités n'annoncent ces mesures, l'ATC s'est saisi de ce dossier. Et par rapport à ces mesures, nous sommes déjà allés au niveau dans le sens des préconisations de l'OMS. Et on a attiré l'attention de l'autorité publique sur la nécessité de communiquer davantage. Il vous souvient qu'au départ, la communication n'était pas fluide comme on le voit présentement. Donc on avait envoyé une correspondance à l'autorité l'appelant à accentuer la communication, surtout dans nos langues nationales. On les a invités également à élargir le comité qui prend en charge la gestion de cette crise. On a invité l'autorité également à prendre en compte les aspirations, les premières aspirations des consommateurs, parce qu'on avait remarqué que Covid-19 était l'occasion pour certains vendeurs de s'enrichir. Les prix ont grimpé, donc on a attiré l'attention. Donc déjà, c'est des actions qui ont eu des réponses favorables au niveau de l'autorité. Au niveau également de l'ATC, on avait demandé des mesures d'accompagnement pour le consommateur, parce que vous n'êtes pas sans savoir que qui dit Covid-19 dit faiblesse des pouvoirs d'achat, etc. au niveau des consommateurs. Donc on a dit, on a invité le gouvernement à mettre en place des mesures d'accompagnement, surtout pour les couches les plus défavorisées. Donc ça, c'est des actions qu'on a eu à mener. C'est clair que les mêmes mesures ont été répercutées au niveau des conducteurs de taxi-moto, puisque eux aussi ils sont des consommateurs. Mais docteur, nous allons, avant de revenir à François Agbo, nous allons avec vous constater la situation de ce dimanche. Quelle est la nouvelle situation au niveau des cas actifs, guéris, au niveau des cas confirmés, au niveau des décès?
on ne va pas, la situation n'a pas connu une évolution spectaculaire depuis la journée d'hier. Nous sommes au-delà de La situation là, devant moi, c'est... Nous sommes là dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, dimanche. Nous avons 44 cas confirmés. 44 cas confirmés. Et voilà, donc voilà, la situation n'a pas connu une escalade. Oui, mais ce qu'on a constaté quand même, c'est que chaque jour, on constate une certaine évolution, même si elle n'est pas assez grande. Cette évolution, elle est là, malgré les sensibilisations qui sont faites, notamment sur de nombreux médias. Oui, vous savez, la problématique du Covid-19, quand un pays enregistre 2 à 3 cas par jour, il faut se dire quand même que ce n'est pas le schéma maximal, ce n'est pas l'intensité maximale de transmission, puisque vous voyez qu'une personne qui a le virus peut par exemple contaminer, enfin, peut avoir des contacts avec une trentaine, une quarantaine de personnes. Et parmi celles-là, une proportion forcément va développer la maladie. Et donc, du moment où le virus est introduit sur le territoire national, il faut s'attendre à ce que régulièrement on ait des cas. Ça, c'est l'épidémiologie qui est connue. Je suis tenté de comparer la situation à ce que nous voyons ailleurs. Et que nous n'ayons que 2 à 3 cas par jour en moyenne, cela veut dire quand même que les stratégies de confinement des cas contacts et des cas suspects, des voyageurs et vraiment d'isolement des cas confirmés, quand même qu'on ait un impact sur l'évolution de la maladie. Parce que, souvenez-vous, au début, on avait 5 cas, on avait 4 cas contacts au départ. Et au début, les cas journaliers étaient beaucoup plus fréquents. Maintenant, quand même, on a cette évolution en plateau. Cela, pour moi, quand même, démontre que les activités de surveillance, les activités de suivi des contacts, les activités de confinement ont quand même un impact significatif. J'ai dit qu'on constate une progression et des mesures ont été accentuées cette semaine, notamment au niveau du gouvernement. Plusieurs de ces mesures ont été rendues publiques et par les chefs de l'État, puis par la suite par les communiqués signés du gouvernement. Quelles peuvent être ou quelle est l'importance de toutes ces mesures, docteur? Oui, pour nous, acteurs de la santé, nous soulignons la pertinence de ces mesures. Et d'habitude, ces mesures sont basées sur des faits concrets, sur la vie des personnes ressources et des spécialistes qui travaillent dans les différentes instances de gestion de cette urgence majeure dans notre pays. Et donc, nous voulions souligner la pertinence de ces mesures et dire que le gouvernement est soucieux avant tout du bien-être de la population dont il a la charge. Et c'est aussi, comme l'a dit par exemple nos amis de la TC tout à l'heure, c'est du devoir aussi de ces associations, de ces organisations non gouvernementales, de contribuer et d'aider le gouvernement à répondre au mieux à sa mission. Vous avez sans doute eu ces différentes mesures qui ont été énoncées par les autorités. François Agbo, je rappelle que vous êtes un responsable des conducteurs de taxi moto au Togo. Et quelle est votre réaction par rapport à ces différentes mesures qui ont été énoncées par les autorités? Oui, les différentes mesures... Nous sommes signalés que vous ne parlez pas assez fort. Ah d'accord. Les différentes mesures, nous les apprécions. La justice, parce qu'elles ne sont pas différentes de celles appliquées dans les autres pays.
Donc, c'est des dispositions générales, universelles, donc nous ne pouvons que les apprécier. Mais par rapport à ces dispositions barrières, enfin à ces mesures barrières pour lutter contre le Covid-19, il y a eu d'autres dispositions complémentaires qui ont été prises par le gouvernement, notamment en matière de transport. Et c'est ça qui nous concerne. Vous voyez, en matière de transport, d'abord, on nous a demandé de mettre des points de lavage des mains, de porter le masque, enfin le cache-nez, et le conducteur et le client, ce qui a été fait, ce qui a été respecté, tout comme la réglementation sur le port de casque obligatoire. Donc c'est une obligation que nous avions exigée que nos partenaires, enfin tous les conducteurs de taxi-moto et tous les cyclomotoristes puissent adopter. Et ça a été fait. Bon, je crois que la dernière sortie des ministres concernant la réduction du nombre de personnes transportées, ça nous a beaucoup affecté. C'est normal. Mais je le dis souvent qu'au Togo, nous sommes tous des zombies. Nous sommes des morts en sursis. On ne meurt qu'une seule fois. Nous sommes déjà morts. Donc nous ne craignons plus la mort. Ce n'est pas Covid-19 qui viendra nous décimer au Togo. De grâce, qu'on puisse nous écouter et qu'on trouve un autre moyen ou bien une autre solution pour les aides. Nous sommes 400 000 conducteurs de taxi, enfin plus de 400 000 conducteurs de taxi moto au Togo, avec une concentration de près de 12 000 à Lomé. Et s'il faut stopper cette activité, je crois que tout Lomé sera paralysé. Tout Lomé sera paralysé. Donc déjà, l'année tend vers une année blanche pour nos élèves, nos enfants, alors que nous avions payé les frais de scolarité. Et les marchés ne s'animent plus comme avant. Tout est chamboulé, bousculé. Et si le transport doit aussi connaître ce coup dur-là, je crois que notre économie va en pâtir. Je crois que c'est difficile pour nous de supporter certaines mesures complémentaires qui ont été prises. Les mêmes mesures, les réactions à ces mesures, Fridolin à Donsou, je rappelle que vous représentez l'association togolaise des consommateurs. Oui, d'abord, avant toute chose, je veux, Togolais que nous sommes, je veux vous appeler à mesurer l'ampleur de ce qui nous attend ou de ce qui peut nous attendre si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires et à temps. Le docteur tout à l'heure dans son intervention a parlé des cas. On a lu des messages sur les réseaux sociaux. Je me permets de revenir. Peut-être que la plupart de vos auditeurs ont vu ça. En Italie, au 21 février, ils avaient 21 cas. Au 27 mars, ils avaient 86 498 cas. En France, au 26 février, ils ont eu 18 cas. Au 27 mars, ils ont eu 32 924 cas. Je reviens en Afrique du Sud. Au 1er mars, ils ont eu 1 cas. Au 27 mars, ils ont eu 1170 cas. Donc, si nous voyons le cycle d'évolution, il y a de quoi s'alarmer et prendre les dispositions nécessaires. Donc, ce qui veut dire tout simplement que quand nous savons que nos plateaux techniques ou nos hôpitaux ne sont pas équipés ou voire, disons, n'existent pas pour pouvoir prendre en compte les cas éventuels ou une augmentation du nombre de cas, il y a de quoi prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation. Donc, les démarches du gouvernement, quand on les analyse un peu, c'est dans ce sens-là. Donc, ce qui est une bonne chose. Maintenant, au niveau de l'aspect, c'est l'approche. C'est l'approche qui a peut-être lieu de revoir. Parce que je suis avec mon ami conducteur des taxis moto, il y a une approche. Bon, en venant dans ce studio, nous on avait recensé 600 000. Il vient de dire qu'ils sont 700 000. Voilà 700 000 Togolais qui se retrouvent. 700 000 ou 400 000? Non, plus de 400 000. 400 000. Voilà 400 000 Togolais qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi ou en chômage technique. Pour en arriver là, il y a des dispositions qui existent. C'est vrai, c'est des travailleurs indépendants, mais au niveau des sociétés, quand vous voulez mettre les employés en chômage technique, il y a des démarches qui sont prévues. Des mesures d'accompagnement. Maintenant que nous sommes en face de travailleurs indépendants, il y a lieu pour l'autorité, pour le gouvernement, d'appeler les représentants, de les recenser pour envisager ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Les impliquer. Parce que nous sommes dans une démarche de changement. On ne peut pas demander du jour au lendemain aux gens de changer.
les changements que le Covid-19 est en train d'impliquer ou de faire endurer à nos sociétés sont énormes. Donc, il fallait impliquer ces acteurs-là, d'une manière ou d'une autre, dans cette décision, pour les associer à être des acteurs du changement plutôt que de prendre des décisions qui aujourd'hui sont rejetées, qui appellent à la révolte, etc. C'est dur, mais il faut que nous essayions de comprendre aussi le gouvernement, parce que les mesures prises, c'est dans le sens d'éviter la propagation de la pandémie. Justement, on va avoir les explications du scientifique, le docteur qui est là, par rapport à ces mesures liées notamment aux engins à deux roues. Oui, merci beaucoup, M. Biero-Attiébé. Je pense qu'il faut avoir un peu un peu d'analyse pour distinguer les mesures qui s'imposent, l'évolution de la pandémie, les mesures techniques qui s'imposent au niveau médical, l'évolution de la pandémie et les mesures générales pour assurer les autres besoins de la population. Sur le plan technique, il y a une urgence majeure. Je reviens sur l'analyse du frère de l'ATC tout à l'heure. Disons quand même que je ne veux pas minimiser pas du tout la situation au Togo, mais le cas index, le premier cas au Togo était intervenu le 4 mars dernier. Aujourd'hui, nous sommes au 5 avril. Et vous avez entendu tout de suite les chiffres que nous avons donnés. Faites la comparaison. Je ne veux pas dire que la situation n'est pas aussi grave dans notre pays que dans les autres pays. Parce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas quelle sera l'évolution de la situation dans notre pays. Et nous nous préparons tous au pire, bien sûr. Mais il faut savoir ceci, je voudrais insister sur ça, que nos frères conducteurs d'engins à deux roues sachent que depuis qu'on a dit qu'il faut mettre une distance entre nous, je suis preneur de Zémidian, bien sûr. Mes enfants sont preneurs de Zémidian. Il y a plein de Zémidians dans ma famille et je l'ai dit au départ, la misère s'installe et nous sommes tous inquiets. Nous comprenons bien les retombées de ces mesures qui sont prises. Mais il faut que le responsable syndical des Zémidians dit tout à l'heure, nous sommes déjà des morts en sursis. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est une façon de voir les choses. Si vous pensez que vous êtes un mort en sursis, ça c'est mort en sursis, et que vous trouvez la vraie mort en chemin que vous vous y adonnez, là, vous avez cherché vous-même la vraie mort maintenant. Parce que la mort en sursis, c'est vous qui l'appréciez. Mais cette fois-ci, c'est une menace réelle. Parce qu'un Zémidian, un conducteur de moto à deux roues, taxi-moto, supposons qu'il prenne par exemple par jour 3 personnes et que lui-même, il porte déjà le virus. Parce qu'il est prouvé que plus de 50% jusqu'à 80% des porteurs du virus ne présentent aucun signe. Il se peut que moi qui suis ici, Dieu m'en préserve, Dieu nous en préserve, portions le virus. Donc un Zémidian qui porte le virus, voilà, dans le meilleur des cas, il met son masque. Son passager aussi a mis le masque. Mais nous savons ce que c'est que le masque, ça glisse tout le temps. Non seulement ce n'est pas efficace quand vous êtes sur une moto, quand le vent souffle et emporte tout ce que, emporte tout vers l'arrière, donc votre passager reçoit toute votre décharge parce que le masque là, ça se défait à tout moment. En plus, votre avancée, le masque qui vous gêne, vous risquez même accident. Et tout le vent emporte tout ce que vous pouvez produire comme sueur, salive et tout, et vers l'arrière, et directement celui qui est derrière et qui a, bien sûr, à moins d'1 mètre de vous, ramasse tout ça là. Alors, un Zémidian qui prend 3 personnes par jour, dans le pire des cas, et qui porte le virus là, il a transmis probablement le virus à ces personnes-là. Sachez que dans nos investigations, une personne a jusqu'à 40 contacts. Par jour, lui, il a contaminé 120 personnes, ça. Et ces 120 personnes, supposons qu'ils ont aussi 40 contacts. Je pense que si nous continuons à laisser certaines situations évoluer, c'est là où nous évoluons vers la situation que notre ami a décrite en Europe, où en 1 mois, la situation a explosé. Il faut considérer cette situation avec beaucoup de lucidité.
nous n'allons pas nous donner à la mort parce que la situation est difficile. Il y a des situations qui aussi tempèrent la gravité. Les mesures sont prises. Les services de santé travaillent, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut distinguer, il faut que les frères et médias, conducteurs de taxi moto, sachent bien que leur activité est à risque pour eux-mêmes et pour la population, à haut risque, comme j'ai essayé de le démontrer. Maintenant, c'est par rapport à la population et eux-mêmes qui sont en contact avec beaucoup de gens. Je l'ai dit, jusqu'à près de 80% de personnes ne manifestent pas qu'ils ont le virus. Qui vous savez qu'il a le virus? À moto, le masque n'est pas efficace. Disons-le clairement. Donc, sur ce point-là, nous voulons dire que le risque par rapport à cette voie de transport est élevé. C'est par rapport au risque, ça. Maintenant, tout ce qui l'entoure, nous le savons. La situation est très précaire pour certaines catégories qui perdent ainsi leur emploi momentanément. Et donc, ça, c'est un autre débat. Mais il faut que le risque soit perçu à sa juste valeur et je voudrais que nous y travaillions également. Réaction? Oui, je remercie mon frère le docteur pour la pertinence de ces affirmations. Tout le monde le sait. C'est une menace réelle. Nous ne disons pas le contraire. Mais avant de prendre une décision, il faudrait d'abord mesurer les conséquences. Et une décision, ça s'assume. Je crois que le gouvernement n'a pas pensé à ça. On nous a appelés pour nous dire, voilà, il y aura des mesures d'accompagnement. On a demandé, mais vous voulez que nous allions sensibiliser les nôtres, qu'il y aura des mesures d'accompagnement. Qu'est-ce que vous nous proposez concrètement? Rien ne nous a été dit. Rien. On ne nous a même pas dit qu'on va vous distribuer des sacs de riz, non, de la sardine, non, rien. On nous dit non, que l'État va penser. Non, il faudrait que l'État pense d'abord à ça, avant, enfin, de notre point de vue, hein, que l'État pense d'abord à ça, avant de nous dire d'arrêter le travail. Et moi, je le dis, il y a une menace de la pandémie, mais il y a aussi une menace d'implosion sociale. Et le gouvernement doit assumer les deux. Depuis 5 ans, depuis 3 jours, je n'arrive plus à dormir. C'est des appels, c'est des appels. On fait quoi? On fait quoi? J'ai dit, temporiser, on trouve une solution. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous avez dit qu'en venant ici, vous étiez dans une réunion avec les vôtres. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? On leur dit d'attendre que nous allons entrer en négociation avec le gouvernement. Parce que moi, je ne suis pas adepte de violence. Non, je n'aime pas ça. Je reste calme, je négocie. C'est ce qu'on m'a appris dans le syndicat. Je négocie. Toujours, je dois négocier. Bon, est-ce qu'il y a des voies de sortie? Certainement qu'il y aura des voies de sortie, puisque il y a plus de émigrants au Bénin, mais cette décision ne s'est pas appliquée au Bénin. C'est vrai aussi que le Bénin n'est pas le Togo. Oui, et puis, les mais gouvernements en Afrique. bon, ils sont tous des gouvernements, mais ils ne se ressemblent pas, justement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour le Togo? C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir pour faire une autre proposition au gouvernement si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, parce qu'il faut toujours apporter des solutions. Je ne suis pas pessimiste, hein. Non. Je sais qu'il y aura une solution pour permettre aux nôtres de survivre. Bien, merci. Au niveau de la TCE, comment est-ce que vous regardez ce qui est en train de se faire depuis quelques heures? Parce que hier samedi, on a constaté quand même quelques réticences, notamment. On a vu des images venant de Kara. On a vu également quelques images de ce côté. C'est vrai aussi que dans cette localité, des communiqués ont été publiés pour dire que, à mesure ne concerne que la ville de le Grand Lomé. Bon, avant toute chose, par rapport à ces images, je crois qu'il y a eu des blessés. Il faut qu'on en appelle, les forces de l'ordre à plus de modération dans l'application des mesures de prévention. Parce que l'objectif visé par le gouvernement, c'est de protéger les populations. Il ne faut pas que dans la mise en œuvre ou dans l'application de ces mesures, on expose les gens qui sont sur des motos, qu'on les tape, qui tombent des motos, etc. Il faudrait plutôt impliquer. On a vu les policiers mener d'autres approches dans ce pays au moment des ports de casque. Ils sont allés dans une démarche de sensibilisation avant d'aller dans une démarche de répression.
On peut appliquer la même méthode aujourd'hui. Expliquer aux émigrants le danger que représente le passager transporté et aux passagers le danger que représentent les émigrants, vice versa. Et peu à peu, on n'a pas besoin d'utiliser tout de suite le bâton. Parce que tout le monde n'a pas encore mesuré l'ampleur de ce danger-là. Donc, il faut aller dans une démarche de sensibilisation par rapport aux forces de l'ordre. L'autre approche par rapport à nos frères émigrants, il y a lieu de prendre conscience. Le docteur l'a dit tout de suite. Il faut être à 1 mètre de son prochain pour ne pas être un danger pour lui ou pour ne pas être en danger soi-même. Ce qui veut dire tout simplement que ce métier a un problème par rapport à Covid-19. Ce n'est pas le corps. Peut-être que c'est parce que les émigrants constituent un corps organisé, constitué, qu'on le voit tout de suite. Il y a des corps qui sont déjà en chômage. Quand vous prenez les discothèques, les DJ, tous ceux qui animaient, tout ça, les serveurs, eux, ils sont en chômage depuis l'interdiction. Les bars, les restaurants, tous ces corps de métier sont au chômage technique. Quand nous arrivons à nos frères, les émigrants, c'est vrai, la menace est là, elle est réelle. Il faut qu'on distingue cette menace de la façon dont le gouvernement procède et de la réaction des émigrants. Parce qu'il y a l'opportunité de la décision. Est-ce que la décision prise par le gouvernement est une bonne décision? Vis-à-vis de Covid-19, nous sommes obligés de l'admettre que c'est une bonne décision. Maintenant, c'est la démarche et les retombées. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Heureusement que les émigrants sont encore organisés. Aujourd'hui, il a dit qu'il est un syndicaliste, il y a lieu de rentrer en discussion et en négociation avec le gouvernement. Il n'est jamais tard pour bien agir, pour trouver les mesures d'accompagnement appropriées, pour que cela n'impacte pas le quotidien de nos frères togolais. Docteur, notre ami syndicaliste a dit tantôt qu'aucune mesure n'est prévue pour ce qui concerne le corps, mais nous on a entendu qu'un certain nombre de mesures d'accompagnement vont suivre pour faire passer cette mesure qui est visiblement difficile à supporter au niveau des conducteurs de taxi moto notamment. Est-ce que vous avez eu vent de ce qui va se faire, notamment en faveur des conducteurs de taxi moto? Je crois que tout Togolais a entendu le discours du chef de l'État. Un peu plus facile. Et tout Togolais, nous avons écouté le discours du chef de l'État et nous savons, si ma compréhension est la bonne, qu'il a promis des mesures d'accompagnement par rapport au corps de métier. Franchement, je ne vois pas tel gouvernement dans ce monde qui n'ait pas été surpris. Moi, je suis médecin épidémiologiste. J'ai fait des écoles où les pandémies, par exemple la pandémie grippale, qui a fait des millions de morts dans l'histoire, est restée une préoccupation dans ceux qui sont chargés de se préparer. Et même aux États-Unis, où il y a le plus grand centre de prévention de la maladie d'ici à 30 ans, les États-Unis, vous voyez comment ils ont été surpris. Donc tous les gouvernements sont surpris. Et prendre autant de mesures d'ampleur en quelques semaines seulement, ce n'est pas aussi aisé. Pour moi qui travaille dans quelques comités sectoriels, ce n'est pas aussi aisé. Je pense que les mesures d'accompagnement vont arriver, forcément. Vous l'avez bien dit, Covid-19, ce n'est pas seulement une urgence sanitaire, c'est une urgence qui touche tous les aspects de la vie socio-économico-politique. Et les enjeux sont énormes, énormes par rapport à la couche des taxis motos. Personne n'a négligé leur importance dans notre pays, sur tous les plans. Et personnellement, je suis persuadé que les mesures vont suivre et c'est une question de temps. Et les gens ils travaillent tous les jours, sans repos. Nous restons avec le docteur, puisque plusieurs autres mesures ont été annoncées par les autorités, notamment par exemple le couvre-feu, la création d'une force Covid-19, l'état d'urgence sanitaire, la gratuité de l'eau et de l'électricité pour les tranches sociales. Sur ces mesures, quelle est votre réaction?
vrai, quand je vois le quotidien, ces mesures ont été annoncées et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a la conduite à tenir qu'il se doit. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons atteint un maximum de mesures à prendre qui ont été prises ailleurs et que nous devons prendre aussi. Et nous devons vraiment, quelque part, nous en féliciter. Et maintenant, c'est dans la mise en œuvre pratique que nous allons voir leur effectivité. Je pense pour ma part que on ne peut pas, on n'est pas armé pour tout prendre parce que notre situation socio-économique, le chef de l'État l'a dit, n'est pas des plus reluisantes. Et donc, cette situation appelle à beaucoup d'ingéniosité, à beaucoup de manifestations de solidarité sociale aussi. Il faut que les sociétés privées, il faut que les individus, il faut que les collectivités s'organisent. Il ne faut pas qu'on attende tout de l'État. Ce que nous entendons, ça et là, dépasse vraiment les gouvernements les plus armés. Et donc, moi, je pense que le gouvernement fera sa part, mais il faut que, bon, comme on l'a dit, les organisations sont en train de faire des propositions, mais il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il faudrait que les sociétés privées de la place, les opérateurs économiques aussi, y mettent leur part. Dans 2 minutes, les auditeurs vont intervenir dans l'émission comme c'est de tradition. Et bien sûr, les mêmes mesures qui ont été annoncées par les autorités. Je veux avoir la réaction de Fridolin Adonsou. Je rappelle une nouvelle fois que lui représente l'association togolaise des consommateurs. Merci. Par rapport à ces mesures, disons tout simplement que l'ATC se retrouve dans ces mesures, à travers les 10 propositions de l'ATC. On se retrouve dans ces mesures préconisées par le gouvernement. Au niveau des mesures d'accompagnement, c'est là où nous souhaiterions qu'on aille vers du concret, que le gouvernement annonce concrètement ce qui est prévu ou ce qu'il compte faire. Au niveau de la solidarité, le docteur l'a dit tout à l'heure, on avait appelé le gouvernement à instaurer un fonds de solidarité. Aujourd'hui, c'est d'en appeler à tout citoyen. Parce que le Covid nous met à l'épreuve, nous dit il faut mettre l'humain au centre de toutes les préoccupations. L'humain doit être au centre de toutes nos préoccupations. En ce sens que la solidarité doit être manifeste et nationale. Les gens qui ont les moyens doivent soutenir leurs prochains. Pas forcément le gouvernement. Parce qu'on est dans une situation très, très, très délicate qui peut, si on ne la maîtrise pas, nous amener à une implosion sociale. Donc, solidarité vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de nos proches. Mais au niveau du couvre-feu, bon, c'est vrai que l'ATC avait préconisé plutôt un confinement général. On avait préconisé un confinement général de 3 à 4 semaines. Le gouvernement a les informations, il a aussi toutes les expertises que nous n'avons pas au niveau de l'association togolaise des consommateurs. Sinon, notre cellule de réflexion avait envisagé plutôt un confinement de 3 semaines à 1 mois pour endiguer ou pour rompre la chaîne de propagation. Mais telle n'a pas été l'approche retenue par le gouvernement. Nous respectons la souveraineté ou la décision prise par les autorités publiques. Maintenant, par rapport au couvre-feu, nous sommes d'accord, nous appelons les populations à un plus grand respect de cette mesure, quoique nous ne pensions pas que c'est ça qui va rompre fondamentalement la chaîne de propagation, quoique. Mais au niveau des forces de l'ordre, je l'ai dit tantôt, ces mesures, c'est pour protéger les populations et dans la mise en œuvre, il faudrait que la population y trouve également son compte. Au niveau de la gratuité de l'eau, c'est vrai, ce que nous on avait préconisé, on a lu ça et là, c'est normal que ce ne soit pas pour tous les ménages. Il s'agit de soutenir les couches les plus défavorisées. Les gens qui ont les moyens, aujourd'hui, on ne va pas demander au gouvernement d'assurer la gratuité de l'eau et de l'électricité, quelles que soient les tranches. Nous partageons cet avis du gouvernement qui suppose que c'est les couches ou les tranches sociales qui vont être secourues ou subventionnées.
Pour l'électricité, n'oublions pas que le Togo l'achète quelque part aussi et que c'est revendu. Si notre économie ne permet pas de soutenir et qu'on doit assurer la gratuité à tout le monde, si on ne sait pas faire, c'est tout le monde qui risque de se retrouver dans le noir un de ces 4 matins parce qu'on n'a pas payé. Bien, merci. Sur la même question. Sur la même question, bon, je crois que moi je remonte au niveau de l'électricité, de l'eau. Nous sommes de la couche défavorisée, nous n'avons même pas d'eau chez nous, nous n'avons même pas d'électricité. Donc, que ça soit gratuit ou, disons, subventionné, bon, peut-être que nous ne sommes pas tous concernés, donc on n'a pas de problème. C'est au niveau du couvre-feu. Au niveau du couvre-feu, puisqu'il a été dit que les heures de travail seront revues pour permettre à ce que chacun puisse rentrer à temps à la maison. Mais ceux qui travaillent par exemple au niveau de la raffinerie et qui terminent le service à 18h30, 19h, combien de temps il leur faut pour celui qui habite par exemple les Bassimés de rentrer à la maison? Et déjà, au lieu de 20h, à 18h30 et 19h, le force de sécurité commence par tabasser les gens. C'est ça que nous ne pouvons pas admettre. Même hier samedi, ça a été un objet de raquette. Sous la pluie. Les militaires, quand tu viens au niveau de la douane bit 1, bit 9, on te demande 2000 francs. Si tu es un passager, tu dois payer 2000 francs avant de passer. C'est anormal. Donc le Covid-19 ne doit pas être une opportunité pour un certain nombre de corps habillés de pouvoir s'enrichir sur le dos de la population. Bien, c'est anormal. Merci, c'est clair que par exemple sur cette question, le ministre de la Sécurité a été formel, il était interdit à toute bavure policière notamment. Donc j'ai dit que les auditeurs ont la possibilité de participer à l'émission. J'ai déjà plusieurs questions qui sont laissées notamment par ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde et puis également ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Mais comme c'est de tradition ici, la priorité c'est pour ceux qui sont au téléphone. Nous allons commencer par les insérer. Je vais demander au docteur, par exemple, de mettre ce casque. Ce casque, et allez-y. Est-ce qu'on a plus auditeur? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ok, c'est Rémi de Ticket. Oui, allez-y. Ok, il faut d'abord reconnaître que l'autorité prend la décision, la mise en œuvre est différente sur le terrain. Par exemple, si tu veux quitter TV pour attester qu'on fait, c'est la croix et la bannière. Je me demande si nous sommes déjà à un confinement total ou pas. Entre-temps, la semaine, le week-end passé, j'avais demandé au ministre Charles Fontiaba qu'il réduisait le prix des produits pétroliers. Si ça ne pouvait pas nous arranger comme ça, les voitures de 5 places pouvaient prendre deux derrière, un devant. Il avait répondu à sa manière. Bizarrement qu'aujourd'hui nous sommes en plein niveau. Donc, pour que cette décision soit respectée par la population, il faudrait forcément, comment appelle-t-on? On a compris, hein, vous lancez un appel à ce qu'on réduise le prix des produits pétroliers. On a compris, derrière vous, on va insérer un deuxième auditeur avant de donner la parole à nos invités. Allô, le deuxième auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Allô. Monsieur Abdel. Oui, Abel. Abdel. Oui, Abdel, allez-y. Pour déplorer un frère, le vendredi dernier, le ministre de la Justice était reçu sur Canal FX. Et deux des auditeurs a posé la question de savoir par rapport à la mesure qui a été prise contre les médicaments. Et il nous disait, très bien sûr, que c'est la première fois qu'il attendait ça et il n'était pas sûr qu'il y a eu une telle mesure. C'est pour déplorer le fait que même les commis du gouvernement, on sent au sein du gouvernement qu'il n'y a pas une bonne organisation pour lutter contre cette pandémie-là. Parce qu'un membre du gouvernement ne peut pas venir affirmer de telles choses, alors qu'au sein de leur niveau, il y a des décisions telles qui sont prises. Ce n'est pas sérieux. Et dans la même semaine, si vous vous rappelez du discours du président de la République aussi, le lendemain, ils sont dit que ce n'est pas sérieux. Vous savez, le Covid,
c'est une pandémie très grave. Et on doit sentir au sein des institutions qui sont les premières et les services, il y a une bonne organisation pour lutter vraiment contre cette fatigue. C'est ça ce qui peut vous sauver. On ne peut pas prendre des décisions à la hâte, n'importe comment. Bien, on a compris, hein, s'il vous plaît. Allô? Allô? En fait, notre ami a demandé en réalité qu'il y ait une meilleure coordination de la communication au niveau des autorités. Sur les interventions que vous avez eues, notamment celle de... Allô? Allô, c'est Abel qui revient? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Bozambo. Oui, allez-y. Je voudrais demander quelque chose que je ne comprends pas. Les autorités, s'ils prennent la décision et le lendemain, la décision commence à travailler. Au moins, ils doivent faire moins de 4 heures, 72 heures. D'aujourd'hui à 72 heures, ça va détecter. Donc, et tout le monde saura qu'il y aura ça dans ce pays. Le président a dit qu'on fait dans toutes les étendues du territoire. Le monsieur Yak a dit que c'est le même seulement. Mais on tabasse tout le monde dans tous les préfectures du Togo. Pourquoi les choses se font comme ça? Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi une autorité, un ministre qui vient dit que ça s'arrange à préfecture du Golfe et Grand Lomé. Pourquoi ils tabassent les siens et dans la préfecture de la Vision partout au Togo? Et c'est ça que moi je n'arrive même pas à comprendre. Il faut que M. Yak appelle leurs supérieurs et inférieurs qui sont dans les préfectures en disant que le coup fait ça s'arrête seulement à Lomé et Grand Lomé. Ça ne vient pas dans votre préfecture de la Vision. Bien, merci Bozambo. Bozambo, on a compris également ça. La question ou bien les préoccupations de Bozambo rejoignent un peu celle d'Abdel. Vous avez eu les premières heures de la mise en œuvre de ces différentes mesures qui ont été annoncées par les autorités, notamment en ce qui concerne le couvre-feu et le contrôle de l'utilisation des engins à deux roues sur ces premières heures de ces mesures. Quelles sont vos réactions en écoutant ces premières préoccupations, docteur? Merci beaucoup. Encore un peu plus fort. Merci beaucoup. Moi, personnellement, vous savez, ce n'est pas facile d'assumer des responsabilités, ce n'est pas facile de faire face à un mal qui suscite autant d'inquiétude. C'est vrai que la règle, la norme aurait été que on implique les gens aux prises de décision, les personnes concernées aux prises de décision, qu'on leur donne un délai pour se préparer sur tous les plans. Ça, c'est la norme. Mais en cas de situation d'urgence et par rapport aux responsabilités que les uns et les autres ont, parfois, on peut se passer dans l'intérêt général de certaines normes essentielles en situation normale. Et je le dis en toute sincérité parce que moi, je suis dans des comités techniques. Parfois, vous prenez des dispositions, les gens vous disent c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on doit faire. Mais là, vous restez là, le temps passe. Le temps passe et on nous a dit que dans un mois, la situation peut décupler, centupler et autres, si le mot existe. Mais alors, il faut faire vite. Je sais quand même que dans ces situations, on ne peut pas tout faire parfaitement. C'est mon impression personnelle. Réaction de Fridolin. Par rapport aux interventions des auditeurs, je crois que je l'ai évoqué au début. Il faut une meilleure communication. Il faut une meilleure communication. L'urgence n'exclut pas forcément la bonne communication. Parce qu'on a eu un discours et vous voyez, chacun l'interprète à sa façon. Un discours, normalement, est suivi d'un décret. Juriste que je suis, si vous me demandez le décret prononçant l'usage sanitaire, je ne l'ai pas. Sur les réseaux sociaux, on ne l'a pas. Le lendemain, c'est un communiqué qui vient modifier je ne sais pas quoi. Donc, l'urgence n'exclut pas la bonne communication. Le président a dit, le président a parlé. Le lendemain, il aurait fallu un bon décret présidentiel pour nous dire que voilà, c'est de telle à telle heure, voilà telle zone concernée, etc. C'est sur toute l'étendue. Et le lendemain, si jamais on devrait revenir, parallélisme d'informe, il faut un nouveau décret du président pour nous dire c'est étendu, c'est élargi, on a changé les horaires. Comme ça. Le citoyen ne peut pas être là
Et c'est un communiqué de deux ministres qui les oblige. Vous savez, c'est qu'on est dans notre pays et c'est l'urgence sanitaire. Ça aurait été sous d'autres cieux que les citoyens vont refuser d'observer ces normes. Mais nous n'en sommes pas là. C'est cafouillage. Nous n'en sommes pas là. Mais curieusement, c'est pas seulement au Togo, visiblement. C'est pour ça que j'ai dit nous n'en sommes pas là. Nous comprenons que c'est l'urgence, mais l'urgence ne doit pas empêcher de bien agir. Il faut agir suivant les normes. Maintenant, quand on constate que ça crée des difficultés d'interprétation, prenons le papier. Seul le papier ne change pas. Et quand on ressent le besoin de modifier, on reprend un autre papier pour changer la décision. On peut se tromper. Maintenant, par rapport au carburant, ça il y a longtemps que la TSC a écrit au ministre du Commerce et à la primature pour demander par rapport à la chute du coût du baril et puis du coût du dollar, à appeler à une révision à la baisse. Bon, le ministre du Commerce a promis, et récemment sur les médias, lui-même il a intervenu que ces possibilités sont à l'étude. Aujourd'hui, il faut aller vite, puisqu'on oblige, on n'a pas modifié les tarifs. On n'a pas modifié les tarifs des transports au niveau des taxis, etc. Pour éviter que cela ne pénalise le consommateur, il ne faudrait pas que le taximan lui dise, quand je prenais 5 personnes, voilà le tarif. Maintenant que je suis obligé de prendre 3, voilà ce que je vais vous appliquer. Ce qui serait logique. Or, pour éviter tous ces cafouillages-là, il faudrait soit on réajuste les prix, ce que nous ne souhaitons pas parce que déjà on est en situation de fragilité économique du consommateur, mais à la limite, on baisse le prix du carburant. Comme ça, le taximan qui sera tenté de dire, ah, quand je prends 5, c'est tel est le prix, que le consommateur puisse lui dire, mais le prix du carburant a baissé à la pompe. Donc voilà un peu ce que je voulais. Avant d'écouter François Agbo, sur la question de la gratuité de l'électricité et de l'eau pour ce qui concerne les tranches sociales, quelle est votre compréhension? Nous comprenons que par rapport à l'eau, la tranche sociale est gratuite. On ne paie pas. Maintenant, les autres consommations vont être payées. Concrètement, si vous avez une facture, vous avez l'habitude de payer 25 000. Si vous avez l'habitude de payer 25 000, il n'y a que la partie tranche sociale qui sera à 0 francs. L'autre partie, on vous le facture suivant les tarifs et vous payez. Maintenant, c'est ceux qui... Il y en a qui ne dépassent jamais la tranche sociale, aussi bien en consommation d'eau qu'en consommation d'électricité. Eux, ils auront 0 facture. Ça, on sent qu'on est en face des couches qu'il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de réfrigérateur, il y a juste la lumière et puis peut-être l'équipement de base, la lumière, la télévision. Ça ne dépasse pas la tranche sociale. Je vous pose la question parce que certains ont d'autres compréhensions de cette gratuité liée par exemple à la tranche sociale. Pour celui qui paie 25 000, certains disent qu'ils doivent continuer à payer les 25 000 parce que c'est seulement ceux dont les factures ne dépassent pas les 2500, les 40 kWh qui sont concernés par cette mesure. C'est cette compréhension que certains ont de la mesure annoncée. Bon, j'avoue qu'on a été approché au niveau de l'ATC par un certain nombre de consommateurs. La démarche que nous avions eu à faire, comme d'habitude, c'est de nous rapprocher des acteurs, notamment la CET, la TDE, et ils nous ont rassuré que le nécessaire est fait, et que dans les jours à venir, ils attendent seulement la signature du ministre pour communiquer. Parce qu'on les a invités à mieux expliquer la mesure. Ceux qui s'attendent à ce que le courant et l'eau soient, enfin à la gratuité du courant et de l'eau se trompent. Parce que demandons ce qui est possible ou ce qui est envisageable à l'État. Alors écoutez maintenant François Agbo. Oui. D'abord, je voudrais m'aligner derrière mon frère Fridolin en ce qui concerne tout ce qu'il a dit. Ça, je suis parfaitement d'accord et c'est notre vœu. Mais nous sommes au Togo où des décisions se prennent, ne s'exécutent pas. On va dire qu'on ne paiera que la tranche, ou bien la tranche sociale sera gratuite. Mais vous allez voir les factures qui vont parvenir. Nous sommes au Togo. Vous allez voir ça et vous serez devant le fait accompli. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le ministre attend pour signer une décision et
faire la sensibilisation autour. Qu'est-ce qu'on attend encore? Alors qu'on nous dit que nous sommes dans une urgence. Ça, ce n'est pas urgent. C'est le fait de cesser l'activité de Tassimo Moto qui est plus urgent. Ah non, quand même, il faudrait qu'on puisse communiquer autour de cette préoccupation. Pour nous, c'est une préoccupation. Il y a que la question de David Dossou qui nous regarde. Cette question doit s'adresser à vous. Il dit comment ça veut filier au syndicat. Où vous trouvez? Non, les syndicats, il y a 7 syndicats, 7 organisations syndicales de Tassimoto dans le pays. Donc, il peut demander, il se renseigne auprès des délégués des stations qui vont peut-être lui indiquer où aller. Parce que moi, je ne suis pas ici pour faire la publicité de mon syndicat. Non. Bien, merci. Il y a une question qui a été posée par le premier auditeur. Il parlait de confinement. L'auditeur qui nous a appelé depuis Tchévier. Est-ce que nous sommes déjà dans une sorte de confinement ou pas, docteur? Oui, confinement, c'est un mot général. Hein. On a entendu parler d'autoconfinement. Les personnes contactent, les personnes qui reviennent du voyage de certains pays fortement touchés, quand ces personnes sont détectées et quand on est sûr que ça peut bien se faire, on leur demande de rester à domicile, de ne pas sortir pendant 14 jours. Ça, c'est l'autoconfinement. Et quand on fait quand même le bouclage des villes, je pense que tout ça là, c'est des éléments, c'est clair, c'est des éléments de confinement. Ce n'est pas seulement quand on dit aux gens, à toute la population de ne pas sortir, sauf certains services spéciaux, de ne pas sortir qu'on est en confinement. On est déjà dans des situations de confinement. Bien, merci. Nous allons retourner encore au téléphone pour insérer d'autres auditeurs. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Oui, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, Kokou. Parlez un peu plus fort. Ok. Je salue les invités. Merci. Ma première question ira à notre ami de l'association des consommateurs. À plus tard que la semaine passée, quand les ministres sortaient sur les médias, on nous a fait comprendre que lorsqu'on demande aujourd'hui la réduction du prix des produits pétroliers, que c'est parce que le gouvernement subventionne encore, sinon on devait acheter plus cher que ça. Est-ce que notre invité peut nous dire quelque chose concernant la subvention des produits pétroliers? Et secondo, pour M. Agbo, on nous parle aujourd'hui de plus de 7 syndicats de conducteurs de taxi-moto. Les syndicats de taxi-moto, les syndiqués, est-ce qu'il faut-il pour leurs syndicats? Et où est-ce que ces syndicats se rencontrent? Et pour terminer, je demande à M. Agbo toujours, il nous parle aujourd'hui en tant que membre d'un syndicat de conducteurs de taxi-moto. Pas dans leur association de conducteurs de taxi-moto, la société OLE, qui refuse aux gens de former un syndicat. C'est tout ce que je voudrais demander. Après Kokou, on va insérer un deuxième auditeur. Allô? Alors, Bonjour. bonjour, monsieur Pierrot. Oui, allez-y, Waris. Oui, c'est Waris, je vous appelle d'Azam. Je salue nos chers invités. J'ai 2 questions pour nos invités. La première question, aujourd'hui que le gouvernement demande aux taxi-motos de ne plus travailler ou bien de ne pas prendre une personne, un taxi-moto. Aujourd'hui, quelles sont les mesures d'accompagnement que vous attendez du gouvernement? Aujourd'hui, quand le gouvernement vous appelle, quelles mesures d'accompagnement que vous allez présenter par rapport à ça? Ma deuxième question, lors du visite du Premier ministre, M. Kassou, à l'Assemblée, il y a de cela 2 semaines, il avait fait savoir qu'ils ont réussi à contacter 37 cas. Les gens qu'ils appellent notamment les cas de contact. Mais il avait fait savoir que ces personnes ne sont pas fortement contaminées, alors qu'ils ont eu contact avec celui qui a été contaminé par le virus. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il peut arriver que vous pouvez être en contact avec celui qui a le virus et vous n'allez pas ramasser le virus.
Merci beaucoup. Bien, merci. Nous allons commencer par cette dernière partie de la question de Waris. Et c'est le docteur qui va réagir à ce propos. Merci beaucoup, cher ami. Et quand on a eu contact avec quelqu'un qui porte le virus, il faut savoir que cette personne peut être malade. On peut porter le virus et être malade, comme on peut porter le virus sans être malade. Quand on a eu contact avec quelqu'un qui porte le virus, ça dépend du moment où on fait l'analyse. On peut faire l'analyse dans la première semaine sans avoir confirmation de l'infection. Et c'est peut-être dans la deuxième semaine. Il y en a même qui c'est au 14e jour qu'on détecte qu'ils ont eu le virus. Il faut un temps pour que les tests puissent montrer que vraiment la personne a eu le virus. Mais je ne sais pas si vous parlez de maladie ou d'avoir le virus. Comme on peut avoir contact avec quelqu'un qui a le virus, je l'ai déjà dit, et prendre le virus mais sans être malade. Alors si on a eu le virus, qu'on n'est pas tombé malade, il faut bien qu'il y ait une occasion de test avant de dire que vous avez eu le virus, parce que vous ne présentez aucune maladie. Vous êtes comme vous et moi. Dieu merci. Bien, merci. Il y a d'autres questions, notamment la partie concernant les étudiants. Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous attendez des autorités? Si on vous appelle, par exemple, quelles seront vos réponses? Oui, le secrétariat d'État chargé de la finance inclusive vous a invité à une concertation et nous avions discuté de long à large. On leur a fait la proposition même du SMIC, qu'on peut nous payer le SMIC. Au cas où on ne peut pas nous payer le SMIC, nous sommes partis encore lundi, mais au moins 17 à 20 000 francs, la moitié du SMIC soulagerait les conducteurs de taxi moto. Ils nous ont rassuré qu'ils ont pris bonne note et qu'ils vont traduire cela auprès de qui de droit. Je crois que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais là, où nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'ils ont demandé de faire la liste des conducteurs syndiqués avec le numéro de plaque. Nous avons envoyé la liste. Bon, certains ont envoyé la liste. Après, on dit non, il faut nous donner leur lieu de résidence et le téléphone. On a encore envoyé. Après, c'est là où je me suis énervé. Mais écoutez, nous ne sommes pas des agents recenseurs. Ah non! Autant nous demander tant. C'est ce qui veut dire que tout n'est pas programmé. Il n'y a que de l'improvisation. C'est ça qui m'énerve, moi. C'est-à-dire, dans cette situation de crise, il faut qu'on ait des choses strictes, sérieuses, concrètes. Est-ce qu'au niveau de vos syndicats, tout ce qu'on voit dans la rue, est-ce qu'ils appartiennent à vos différents syndicats? Non. Il y a peu. Nous avons seulement 3% qui sont membres des syndicats. Ils ne cotisent même pas. Non, mais en fait, est-ce que ça ne devient pas difficile alors? Parce que... Oui, ça devient difficile aux syndicats de survivre. Mais... Non, mais en fait, pour les autorités de réagir par rapport à des gens qui ne sont affiliés à aucun syndicat et qui sont dans la nature. Oui, ceux qui sont dans la nature sont aussi des travailleurs. Oui, justement, est-ce que ça ne complique pas un peu la situation? Non, ça ne doit pas compliquer la situation parce qu'il y avait eu un projet qui a été soumis entre-temps demandant le recensement général de ceux qui exercent l'activité des taxis moto. Ça n'a jamais été financé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous demander d'utiliser nos propres moyens pour aller faire le recensement. Là, je ne suis pas d'accord. Bon, de deux, j'enchaîne en même temps avec celui qui a posé la question là. C'est parce que nous avons constaté qu'il y a une fragilité au niveau de certaines organisations syndicales de taxi moto. Raison pour laquelle depuis 2005, nous sommes retrouvés en collectif. En collectif pour se soutenir et appuyer les uns les autres. Parce que ce n'est pas tous les responsables, acceptez que je le dise comme ça, qui ont un bagage syndical assez poussé. Vous voyez? Donc nous sommes en train de nous soutenir et d'éduquer nos membres. Il faut le faire avec les moyens de bord. C'est ce que nous sommes en train de faire. Par rapport à Olé, il est bien vrai que je suis dans la société Olé. En tant que syndicaliste, je ne peux pas accepter qu'on interdise le syndicat. Mais est-ce que ceux qui disent qu'ils veulent créer le syndicat, est-ce qu'ils savent comment créer le syndicat? Ce n'est pas à la société de leur créer le syndicat. Ils disent que la société doit le créer. Le syndicat ne se crée pas les sociétés. Okay. Le syndicat se crée par les acteurs eux-mêmes. Bien, merci. À la TC maintenant sur la question du carburant. Ben, sur la question du carburant, je savais que entre-temps, par rapport à la structuration des prix, il y avait une subvention de l'État. Mais par rapport à la baisse qu'on a demandé, nous avons demandé à l'autorité de nous mettre à disposition la nouvelle structuration des prix. Ça, on ne l'a pas encore.
Nous n'avons pas la nouvelle structuration des prix. Donc, il m'est difficile de dire aujourd'hui que le prix à la pompe aujourd'hui continue pas à bénéficier des subventions de l'État. Sur la question du carburant et par ricochet du transport en commun, il y a cette observation qui nous a été envoyée par un auditeur et il dit que c'est déjà le cas par exemple de l'augmentation des prix. Les chauffeurs ont déjà changé les prix. Lomé avait posé à 500 au lieu de 350 francs, petit exemple. Bon, je le disais tantôt, je n'avais pas eu vent de ces situations où les consommateurs n'ont même pas saisi le bureau. Mais on s'y attendait un peu. Quand les gens prenaient les passagers à un coût donné et que vous limitez le nombre de passagers, la tendance ou la logique voudrait que le chauffeur tente de répercuter l'absence de le passager non compris sur ce qu'il va transporter. Donc c'est ce qui se fait. Maintenant, c'est pour ça qu'on demande, soit on reprécise le prix des transports, mais là, c'est comme si on invitait les autorités à rehausser le coût des transports, ce qui n'est pas dans l'intérêt du consommateur. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on demande pour combler ce gap-là, c'est de diminuer le coût du carburant. Et ce n'est pas un exercice difficile. Ce n'est pas un exercice difficile en ce sens que aujourd'hui, le coût du dollar a baissé. Le coût du baril aussi a baissé. Donc, le gouvernement, toutes choses égales par ailleurs, doit trouver une méthode. Pas de baisser de 5 francs ou de 10 francs, de baisser de façon significative pour que le consommateur ne soit pas pénalisé en prenant un taxi. Et les gens sont habitués à prendre des taxis motos. Aujourd'hui, on tend vers la suppression des taxis motos, temporairement. Donc ça signifie tout simplement que le taxi moto qui te prend, qui te descend quelque part et tu continues à pied ou qui te dépend devant ton portail, les gens seront obligés aujourd'hui de prendre des taxis. Et ça va influencer le prix de tout ce que nous consommons. Il y a cette observation qui est envoyée aussi par Jacques, qui nous écoute depuis Lancouvi. Sa question porte sur les maisons de location. C'est vrai que parmi les mesures qui ont été annoncées par les autorités, visiblement, je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas très informé, mais il n'y a pas de mesures liées aux locations, au loyer, par exemple. Est-ce que quelqu'un a des informations autour? C'est la préoccupation de Jacques. Bon, par rapport au loyer, dans notre pays, il n'y a pas, à ma connaissance, des mesures proposées. On a vu ailleurs des propositions ou des gouvernements qui ont demandé à ce que les loyers soient décalés le temps de la pandémie ou qu'on paye une partie et à la fin qu'on paye une autre partie. Mais nous pensons que ça peut faire partie des mesures de solidarité. Le propriétaire, on ne peut pas tout attendre du gouvernement. Le propriétaire de maison, c'est vrai, on sait que lui aussi, il a besoin de ça peut-être comme ressource. Mais s'il peut faire encore des efforts par rapport à la situation de chaque locataire, ça doit pouvoir être jouable. En attendant que le gouvernement n'intervienne, qu'est-ce que nous pouvons faire chacun à son niveau? Je sais que c'est son activité. C'est peut-être la vendeuse de com. C'est chaque soir qu'elle sort pour vendre son com. Aujourd'hui, il y a couvre-feu. Elle ne sort plus pour vendre son com. Je ne vais pas réclamer à tort et à tort mon loyer. Je peux manifester un minimum de solidarité. Elle me donne un peu. Quand les activités vont reprendre, elle pourra combler. Appel à la solidarité. Docteur, est-ce que c'est un appel que vous appuyez? Merci beaucoup. Je l'ai déjà dit. Ça, c'est humain. On ne peut qu'aller dans ce sens-là. Donc, je réitère mon appel aux individus, aux sociétés, les sociétés privées de la place, pour que vraiment nous manifestions que les exigences de solidarité, nous les avons comprises, les exigences d'humanité, nous les avons comprises, et ce n'est que comme ça que nous allons vraiment appuyer les mesures de manière adéquate, les mesures donc de contrôle de cette maladie qui menace même les fondements de l'humanité et des sociétés. Je reste avec vous pour la question de Bertrand Douty. Aujourd'hui, le CHR Lomé Commune dispose de combien de respirateurs? Est-ce que les premières commandes sont déjà là? Oui, voilà, sa question. Merci beaucoup, M. Fridolin.
Non, en fait, moi, c'est Pierrot. Ah oui, monsieur Pierrot. D'accord, c'est bon, monsieur Pierrot. Et la question des respirateurs est importante. Mais je peux vous dire d'abord que ce n'est pas le plus urgent en termes de santé publique. Les mesures de confinement sont très très importantes, mais je n'élude pas votre question. Parce que ce qui est plus important, c'est d'arrêter la chaîne de transmission. Et la plupart de nos malades, des personnes atteintes, ne présentent pas de maladie. C'est les personnes qui étaient déjà malades, très affaiblies, continues, qui ont nécessité la réanimation. Néanmoins, je peux vous assurer que dans quelques moments, nous aurons suffisamment, court bien sûr, les commandes sont lancées, des promesses sont faites, nous aurons les respirateurs pour les cas graves qui sont d'ailleurs très infimes. Nous voudrons vraiment exprimer nos compassions avec les personnes qui ont perdu leurs proches et les mesures sont en train d'être prises. Je peux vous dire que pour ce qui est des commandes, c'est déjà fait. Il y a une question de comme la vie, nous. La question peut s'adresser à n'importe qui parmi vous. C'est la question liée à la situation dans la zone franche. Il dit que là-bas, c'est du désordre. Et il précise même que certains travailleurs sont au boulot jusqu'à 19h, alors qu'il y a couvre-feu à 20h. Non, mais je crois que le ministre a été très clair. Il a sorti même un arrêté en disant que les horaires de 9h à 16h qui s'appliquent aux fonctionnaires ne vont pas s'appliquer dans le secteur privé. Mais au même moment, il a invité les employeurs à prendre toutes les dispositions pour permettre à leurs salariés de pouvoir être à leur domicile avant l'heure du couvre-feu. Nous pensons que c'est largement suffisant. De deux choses l'une. Vous avez un salarié, vous tenez à sa vie parce que c'est parce qu'il est vivant qu'il peut apporter une plus-value à votre entreprise. Donc il n'est pas question de le retenir jusqu'à 19h, sachant qu'il habite, il lui faut 1h, 1h30 pour arriver à la maison. C'est que vous l'exposez inutilement. Une décision de couvre-feu, ça se respecte. Il y a lieu de prendre les dispositions pour permettre à chaque employé de pouvoir regagner son domicile pour ne pas s'exposer inutilement. Maintenant, au sein de ces sociétés, je parie qu'ils ont forcément des délégués ou des représentants du personnel. Il y a des actions à mener en interne pour voir quelle réorganisation il faut mettre en place pour permettre à chaque salarié d'arriver à temps à son domicile pour ne pas s'exposer inutilement. Il y a cette observation qui est également laissée par un auditeur. Il dit par rapport à l'utilisation des masques, il y a certains qui, une fois les masques utilisés, les jettent un peu partout. Puis par la suite, ce sont les enfants qui s'en servent pour en faire des objets de jeu. Docteur, sur cette préoccupation, quelle est votre réaction? Non, je remercie vraiment cet auditeur qui a relevé ce point important, qui déjà figure parmi les messages que nous donnons. Nous avons toujours dit qu'après utilisation du masque ou du mouchoir, il faut jeter ça dans un lieu inaccessible. Et force est de constater effectivement que les masques que nous utilisons jonchent le sol, dans les maisons, dans les lieux publics, et il faut que la population y prenne garde et qu'on respecte la propreté, qu'on jette ces objets-là. C'est essentiel. Dans 10 minutes, on va se quitter, mais François Beau veut faire un ajout. Oui, il y a ce cas-là aussi que j'ai vu en circulation. Ceux qui vendent les cache-nez, au moins il faut que les cache-nez soient protégés. Ça ne doit pas être à l'air libre. Et des gens viennent, ils font des essais. Ça ne suffit pas. Non, ce n'est pas normal. Il faudrait quand même que l'on puisse interpeller ces petits vendeurs-là pour qu'ils prennent plus soin de ces cache-nez. Que les gens ne profitent pas pour faire des essais, laisser les virus dedans pour que d'autres viennent en prendre. Non, ce n'est pas un truc à essayer d'abord. Hein, ce n'est pas un truc à essayer d'abord. Il faut porter. Nous avons non, ça c'est un cas, on essaie, ça ne marche pas, on redonne. On a vu, c'est pas normal. Vous achetez. Et c'est le lieu aussi. Bon, c'est vrai qu'on a vu que le gouvernement a passé commande, c'est arrivé, mais c'est au bénéfice des forces de l'ordre, du personnel médical et des malades. Aujourd'hui, il y a lieu d'inviter le gouvernement à anticiper un peu. Le docteur est là,
au stade actuel des recherches, on nous dit que le virus ne circule pas dans l'air. Mais il y a des théories qui commencent par venir. Donc, il faut que le gouvernement anticipe un peu en commandant les cache-nez pour la population en général qu'on peut se procurer dans les pharmacies ou dans des endroits mieux indiqués plutôt que de les acheter au bord de Même à la un prix route. convenable. Justement, sur les prix, docteur, quel est l'appel que là-bas aussi, on a parlé de solidarité, je ne sais pas si ici on doit parler de citoyenneté. Quel est l'appel que vous voulez lancer à ceux qui vendent ces produits? C'est ça. Chacun veut se faire de l'argent. Oui, justement, c'est les masques, c'est les cache-nez, c'est les solutions, c'est les gels hydroalcoolisés qui font l'objet d'une surenchère spectaculaire, très très profonde. Et en fait, en protégeant la santé des autres, on se protège. Parce que nul n'est à l'abri de cette maladie-là. Et si vous augmentez les prix et que les gens n'ont pas accès aux produits, les gens vont tomber malades et la maladie va revenir vers vous-même. Donc c'est seulement une question, il faut savoir que nous tous on est concernés, nous sommes tous à risque et la solidarité n'est que pour le bénéfice de nous-mêmes. Oui, par rapport à ce point, Pierrot, je voulais ajouter que c'est vrai que nous sommes dans un système libéral où le principe c'est la liberté des prix et la concurrence doit jouer. Mais nous aimerions attirer l'attention de l'autorité, surtout du ministère du Commerce. C'est vrai, il a eu à déplorer le comportement des commerçants véreux qui augmentent indûment les prix de ces biens-là. Mais le ministre peut aller plus loin parce qu'il est autorisé par la loi sur la concurrence qui régit notre pays à prendre des mesures pour fixer les prix dans des conditions déterminées. Et je crois que par rapport au Covid-19, il est en droit de prendre une décision pour fixer les prix de ces masques suivant leur catégorie et suivant leur... il peut réfléchir avec ces services techniques par rapport à cette possibilité. Nous allons insérer un dernier auditeur, un tout dernier. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est comme Oui, allez-y. une question pour le docteur et une question pour l'homme de l'ATC. Pour le docteur, pour traiter une victime d'antécédents de diabétique ou d'asthmatique, quels sont les éléments techniques que vous avez besoin pour pouvoir sauver? Il me semble que vous faites des miracles au CHR Lomé Commune. Est-ce qu'à ce jour, vous avez ces éléments techniques? Ça, c'est la première question. Deuxième question, on nous fait croire de cette décision des aides-man comme quoi ce sont eux les vecteurs de partage du Covid-19. Mais je semble voir qu'il y a d'autres foyers de partage, autres que les aides-man. Quand je parle des techniciens de la TDE, les techniciens de Togo, les techniciens de Togo Télécom, qui sillonnent de maison à maison, quand nous prenons les filles de microfinance, quand vous prenez les distributeurs de postes courriers, tous ces foyers-là sont des zones de contamination. Même nos soldats qui sont à des postes de contrôle, qui n'ont pas de gants, de dispositifs de lavage de mains, sont des foyers de contamination. Au moment où on refuse d'aller au confinement, soit disant que c'est coûteux, pourquoi on oblige maintenant indirectement la population à aller au confinement malgré eux? Merci. Bien, merci. Commis, réaction. Docteur, il paraît que vous faites des miracles au CHR. Merci beaucoup, chers auditeurs. Et le CHR Lomé Commune, notre CHR, est un centre reconnu qui a en son sein le personnel adéquat, les médecins, les infirmiers et autres, et qui, en situation normale, dispense les soins dont la population a besoin, aussi bien les soins usuels et puis les soins de réanimation nécessaires. Et donc, les cas de maladies dont vous avez parlé, les asthmatiques, les diabétiques, les maladies chroniques, les cancéreux, les insuffisants rénaux, les maladies respiratoires chroniques et tout ça là,
ont été toujours prises en charge, non pas par miracle dans nos formations sanitaires, mais par la technique. C'est vrai que nous avons des problèmes d'insuffisance de matériel, mais ça c'est lié à des causes variées, à des causes variées. Et parallèlement, les efforts importants sont déployés, je suis d'accord. Mais les moyens importants sont déployés, je suis d'accord. Mais par rapport au Covid-19, et on l'a déjà dit, un malade de Covid-19 qui est symptomatique et qui présente une insuffisance respiratoire profonde parce que le virus attaque le poumon, et là, ce n'est plus, le miracle même ne se fait pas dans les grands hôpitaux européens que nous connaissons, sinon on n'aurait pas autant de décès. Là, ce n'est plus, c'est le Covid-19 qui s'impose. Et je pense que dans cette situation, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le miracle qu'il faut, c'est que chacun s'y implique, c'est qu'on respecte les règles pour éviter que le Covid-19 ne passe par nous. Voilà. Le mot en vogue dans le monde, c'est le confinement, parce que plusieurs pays l'essaient déjà. Est-ce que c'est possible dans un pays comme le Togo? Moi, à l'ATC, nous avons toujours estimé que c'est possible sur une période courte. Seulement. La période courte, c'est comme 3 semaines à 1 mois maximum, en appelant à la solidarité. Reconductible ou pas? C'est possible, ça les techniciens vont lui dire. Parce que, vous savez, on a l'habitude, enfin, personnellement, j'ai l'habitude de comparer le Covid au feu de brousse. Quand le feu de brousse prend et que vous n'isolez pas votre champ, le feu quittera votre champ pour aller vers le champ de vos voisins et puis va se propager. Donc il faut faire le pare-feu. Le confinement total est possible, je l'ai dit en début d'émission. Sauf que le gouvernement a toutes les informations que nous n'avons pas forcément. Mais de notre point de vue, ça doit pouvoir être possible. Parce que ce qu'on fait là, c'est un confinement qui ne dit pas son nom, mais qui est appelé à durer sur une plus longue période et va faire plus de dégâts que si on se confine de façon totale sur une période plus courte. Donc, au Togo ou par ailleurs, je crois que c'est jouable avec les mesures d'accompagnement qu'il faut. Nous allons écouter François Agbo, vous représentez ici les conducteurs de taxi moto. C'est votre dernier mot pour la conclusion de cette émission. Oui, mon dernier mot, c'est de dire aux conducteurs de taxi moto d'être sereins. Nous attendons la fin des négociations, puisque la négociation vient de commencer avec les autorités. Donc nous attendons la fin des négociations pour nous prononcer définitivement. Bon, j'aurais appris qu'il y aura des mouvements dans la ville, mais je dis à mes camarades, qu'ils soient syndiqués ou pas, de s'abstenir, de ne pas faire violence sur la voie, de cesser toute activité, de rester à la maison et de faire confiance à leurs responsables qui leur apporteront bientôt de bonnes nouvelles. Docteur, la conclusion? Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier M. Agbo, M. Adonsou Fridolin. Adonsou Fridolin. Je pense que nous sommes tous ensemble embarqués dans le même bateau. Je voudrais les inviter à continuer le travail de communication pour vraiment appuyer les actions gouvernementales, inviter chaque citoyen donc à la solidarité et vraiment à la bonne volonté pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions, mais comprendre aussi qu'une crise majeure comme ça à laquelle on n'est pas préparé, quand on y est dans les structures de gestion, on comprend le poids dans un système qui n'est pas préparé. Merci, je rappelle, docteur Kokou Tossa, il est médecin, il est au niveau du ministère de la Santé. Agbo François, il représente ici le syndicat des conducteurs de taxi moto, et puis Fridolin Adonsou de l'association togolaise des consommateurs. Cette émission, elle s'achève. Merci de nous avoir suivis. Venceslas Boga Kudoyo, merci d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Très bon dimanche à tous. Au revoir. Je peux avoir votre carte. Je peux donner ça ici. Je crois que c'est là que j'ai mis votre. C'est ça, non? C'est pas votre carte. 105.5
avec l'association des consommateurs sur des questions de la dernière fois sur le nerf